Bonjour tout le monde. Merci de nous écouter en rediffusion. Il y a Vicky qui est avec moi aujourd'hui. C'est toujours elle qui a des questions, fait que c'est parfait. Je dois dire que j'avais un petit peu de misère à monter cette présentation-là. Ça a été difficile parce que, en fait, je voulais pas vous remettre tout ce qu'on avait parlé dans la conférence Bonnie qui était sur la résistance à l'insuline. Puis je voulais vraiment aller plus vers le concret, mais rester accessible. Fait que j'ai eu beaucoup de défis, surtout dans l'ordre de présenter les choses. ChatGPT me l'a fait changer trois, quatre fois. Comment parler de ça en premier, là, je le remettais. Puis, fait que, je sais que je sais pas comment ça va aller avec les transitions, mais toute l'information est là quand même. On parle c'est ça, de glycémie, qui est un palier très important. Fait que c'est le deuxième des trois paliers de l'équilibre hormonal. On va parler, peut-être pas exactement dans cet ordre-là, mais de l'importance de la glycémie dans la santé hormonale, la différence entre les hypo et les hyperglycémies. On va faire des petits rappels. J'ai essayé d'être concise là-dessus parce que vous avez toute l'information dans, entre autres, la conférence sur le jeûne puis la conférence sur la résistance à l'insuline. Mais je vais juste faire des petits rappels ou ça, si vous ne l'avez pas vu encore, mais reste que c'est préférable de voir ces deux conférences-là avant. On va parler de la mitochondrie, la charge glycémique, comment bien choisir ses glucides, les fibres, qui en soi sont des glucides, ça on l'a vu dans l'alimentation. Puis il y a deux diapositives importantes à la fin qui sont les clés pour stabiliser la glycémie, puis les clés pour activer la flexibilité métabolique. Alors, la consommation moyenne des glucides dans la diète nord-américaine, c'est entre 45 et 55 des calories qui proviennent seulement des glucides. Ça représente 2 à 300 glucides par jour. Il y a une grande partie de ça qui vient des aliments ultra transformés, du sucre ajouté puis des farines raffinées. Puis là, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire, ouais, mais moi, je dois pas faire partie de ce ratio-là parce que, tu sais, on mange quand même bien à la maison, puis je fais ci, puis je fais ça. Mais quand j'arrête pas de vous dire que l'industrie agroalimentaire, elle a tellement les tentacules longs que ça se répercute partout. Fait que c'est vraiment de porter une attention particulière puis de pas penser que ça vous concerne pas parce que il y a une recherche récente qui dit que 90% des Américains ne sont pas en santé métabolique optimale. Fait que 90%, là, c'est presque tout le monde. Puis ça, c'est selon des paramètres médicaux. C'est même pas les paramètres naturopathiques d'optimisation, là. Fait que, tu sais, comme si on fait des tests sur 90% des personnes, il va y avoir au moins un enfant au niveau médical qui va sortir qui est sous-optimal ou encore au niveau médical. Fait que je pense que vous devriez vous sentir quand même très concerné par ça. Ça l'affecte directement le bien-être et la santé hormonale. C'est souvent un facteur qui est sous-estimé puis qui est pas mis de l'avant, en fait, quand on. C'est comme, je pense que c'est pas assez sexy, j'imagine. Bref, j'ai remis ici une diapo qu'on a vue à la rencontre numéro 2 sur les hormones, puis on avait vu que la glycémie, c'était comme le numéro 1. C'est la survie. Puis si on est dans l'état de survie, on ne pourra pas penser à la reproduction. Pour avoir des hormones sexuelles équilibrées, il faut qu'on soit en mesure de se reproduire. C'est un peu ça le concept, là. Fait que pour ça que je vous mets ça en importance, stabiliser la glycémie, c'est primordial. Pour l'énergie, ça, c'est quelque chose qui fait une différence de façon vraiment rapide, là. Bon, pourquoi c'est un pilier si important au niveau des hormones? D'abord parce que c'est relié à la survie. L'insuline, c'est l'hormone qui va être une hormone qui va influencer toutes les autres. Le stress, via le cortisol, va influencer la glycémie et vice-versa. Ça, c'est des hormones qui travaillent ensemble. Le cortisol, on dit que c'est une hormone qui est hyperglycémiante, qui va augmenter la glycémie. Puis, si on a des chutes de glycémie, ça se peut qu'on les gère avec des hormones de stress pour ramener l'équilibre. La résistance à l'insuline, elle influence toutes les hormones sexuelles. Fait que ça peut être, on va le voir un petit peu plus loin, l'estrogène est très, très influencé par l'insuline. Entre autres, dans le syndrome des ovaires polykystiques, il y a des problèmes de fertilité parce qu'il n'y a pas d'ovulation. Euh, Puis c'est relié généralement à une résistance à l'insuline. Ça va comme ensemble. Progestérone très reliée à l'insuline. Si on n'a pas d'ovulation, on n'a pas une bonne progestérone. La testostérone, elle, est reliée avec l'estrogène. Parce qu'on peut passer de un à l'autre, principalement là, de la testostérone vers l'estrogène via l'aromatase. On va avoir tendance à avoir plus d'aromatase quand on a la résistance à l'insuline, même quand on a plus de tissu adipeux, qui va faire qu'on va passer de la testostérone vers l'estrogène, créant soit une hyper estrogénie, même chez les hommes, là, mais chez les femmes aussi.
Puis on va voir, la testostérone va être stimulée par l'insuline. On va revoir ça un petit peu pendant la rencontre d'aujourd'hui. Les estrogènes, eux autres, quand ils sont de façon optimale, ils aident à protéger contre la résistance à l'insuline. La glycémie qui est instable va influencer la faim, la satiété et l'énergie via les hormones plus qu'on a vu au niveau de l'équilibre de de la faim, de la satiété, ghrelin, leptine, sont reliés eux autres avec l'insuline puis les niveaux de glycémie qui vont perturber éventuellement tout le reste. Une insuline élevée peut perturber l'ovulation, je l'ai mentionné. Puis la résistance à l'insuline, elle, overall, elle va stimuler l'inflammation. Il y a même une incidence au niveau de la résistance à l'insuline puis le métabolisme. Petit rappel. OK. Fait que j'ai faim, je mange. Si je mange, si j'ai pas fait un effort là, très particulier, forcément, il va y avoir des glucides, forcément, il va y avoir des protéines, forcément, il va y avoir un petit peu de gras. Je vais avoir une augmentation de la glycémie dans mon sang. C'est normal, c'est souhaitable, c'est ça qu'on veut. Il va avoir le pancréas qui va sécréter de l'insuline, qui va faire monter l'insuline, qui va amener le glucose à rentrer dans les tissus, dans les cellules. Je vais pouvoir utiliser du glucose instantanément. Entre autres, mon cerveau, qui est très perméable au glucose, va pouvoir se sentir mieux tout de suite quand la glycémie monte. Puis mes tissus comme le foie et les muscles, eux autres, ils vont être capables de faire du stockage de glucose. Ça s'appelle le glycogène. C'est la façon dont le corps emmagasine le glucose. C'est comme de l'amidon, mais dans notre corps. Puis éventuellement, entre deux repas, si j'ai besoin de faire remonter ma glycémie, je vais pouvoir aller déstocker ce glucose-là qui était emmagasiné pour me faire patienter au prochain repas. Ça, c'est quand ça fonctionne normalement. Éventuellement, si j'ai plus de glucose stocké, il va falloir que je trouve une autre façon de produire l'énergie. Puis la deuxième façon pour mon corps de produire de l'énergie, c'est via les gras. Soit les gras que j'ai mangés, soit les gras qui sont emmagasinés dans mon corps. Mais ça va être régulé par tout un système hormonal qui est à l'inverse de l'insuline. C'est le glucagon, c'est son hormone antagoniste. Tant qu'il y a de l'insuline qui est là, je ne pourrais pas venir déstocker. Fait que c'est sûr que c'est tout relié au poids aussi, parce que si j'ai pas de flexibilité métabolique, je peux pas déstocker. Fait que la résistance à l'insuline, ça, c'est une petite diapo que j'ai repris sur la conférence. Mais juste pour vous rappeler, c'est quand l'insuline a bien se fixer, elle, c'est comme une clé qui fait que le glucose peut rentrer dans la cellule, peut créer l'énergie ou être stocké selon les besoins. Fait qu'à un moment donné, si la cellule ici, elle prend plus bien l'insuline, c'est ça qu'on appelle un état de résistance à l'insuline. Qu'est-ce que concrètement ça peut faire dans notre quotidien? Ça, il y a beaucoup de personnes que je connais, beaucoup de femmes qui vont jouer à cette courbe-là. J'en ai une autre qui est sur le stress qui ressemble un peu, on aurait pu les combiner ensemble. Mais dans les hyperglycémies, c'est quand comme dans le sang, quand ça se passe pas comme sur l'image, la première image que je vous ai montrée, le sang va avoir un petit peu trop de glucides, un peu trop de glucose dedans. Ça peut donner de la fatigue, de la somnolence, du brain fog, de la soif intense, surtout la nuit. Des envies fréquentes d'uriner, ça va être quand c'est rendu un petit peu plus intense. Souvent, à ce moment-là, ça va être diagnosticable comme genre un diabète ou un prédiabète. Mais on peut avoir des petits états d'hyperinsulinémie sans nécessairement que c'est perceptible au niveau médical. Les états d'hypoglycémie, ça, c'est beaucoup plus fréquent. Souvent, les états d'hyperglycémie, on les voit plus quand on s'en va vers quelque chose de plus marqué. Dans l'hypoglycémie, ça, j'ai comme, ouais, 90%, ça, c'est un chiffre qui est vraiment minimum, en tout cas, de ma statistique maison à moi par rapport à mes clients, à mes clientes de ce que je vois. Souvent, après une longue période sans manger, les gens ils vont avoir de la fatigue, des étourdissements, de l'irritabilité, même voire de l'anxiété, des tremblements, des maux de tête, des pertes de concentration, des envies urgentes de manger. Ça, c'est vraiment rare. Ça, ici, ça va être un manque de flexibilité métabolique. On n'est pas capable d'aller vraiment déstocker puis d'équilibrer bien notre énergie nous-mêmes. Fait que si je vais de un à l'autre, c'est que je mange. Si un repas riche en glucides comme une grosse assiette de pâtes, ben là, je suis en mini hypoglycémie. Fait que là, je vais être attirée naturellement beaucoup vers les glucides parce que mon cerveau étant très perméable aux glucides, il va m'appeler à manger des aliments comme ça parce que je sais que ça va me réguler. Ça va faire augmenter la glycémie.
le pancréas va sécréter de l'insuline, puis éventuellement, si je suis pas capable d'aller déstocker, que l'insuline elle reste présente, ben je vais retomber en état d'hypoglycémie, puis je vais avoir soit un craving alimentaire ou certains symptômes qui sont ici, qui va m'appeler soit à manger ou soit à être trop concentré sur ce que je fais, à stimuler des hormones de stress pour remonter la glycémie. Puis sérieusement, là, bon nombre de mes clientes passent leur journée, leur vie là-dedans. Moi, la première, là, je commence à me sortir de ça depuis quelques années parce que j'étais même là-dedans la nuit, à me lever la nuit pour aller manger, être capable de me rendormir. Ça va nettement mieux depuis que je travaille ma flexibilité métabolique, puis je me sens vraiment beaucoup plus calme, beaucoup moins irritable, puis j'ai beaucoup plus d'énergie aussi parce que quand tu passes d'un pôle à l'autre, c'est hyper fatigant, puis c'est le cerveau vraiment qui s'en prend le plus. Fait que la flexibilité métabolique, ça, je l'ai expliqué aussi dans la conférence c'est un petit rappel là, sur la résistance à l'insuline. La résistance, la flexibilité métabolique, c'est que tu es capable de passer d'un carburant à l'autre sans nécessairement avoir une grosse panne. Puis j'aime beaucoup l'analogie du feu de papier puis du feu de bois. Si je mets constamment du papier dans mon feu, le papier étant le glucose, ben il va toujours se mettre à brûler bien. Puis c'est le fun d'un feu de papier, ça fait plein de chaleur, mais ça dure pas longtemps. C'est vraiment pas une énergie qui est stable puis qui est durable. Tandis que si je prends le temps d'aller dans le cabanon en arrière, puis de déglacer un petit peu quelques bûches, puis que je les fais sécher, puis je suis capable de l'intégrer dans mon feu, ben ça se peut que momentanément, entre la transition énergétique, ben je vais avoir une petite baisse au niveau de mon feu. Puis ça, mon cerveau aime vraiment pas ça, fait qu'il peut être appelé rapidement à c'est une source de stress, en fait. C'est carrément un stress pour le corps immense d'avoir des variations dans la glycémie. Il va sécréter des hormones de stress, puis il peut venir m'appeler à manger. Fait que là, c'est comme si je dis, ben, remets du papier dans le feu. Fait que là, je remets du papier dans le feu, puis je viens jamais à bout de avoir une énergie qui est plus stable. L'analogie, d'habitude, est assez révélatrice. Je ferme mon chauffage, il fait un petit peu chaud déjà. J'étais à mon autre bureau ici, puis il fait froid. J'avais mis du chauffage. Fait que le fait de snacker beaucoup, ça va d'avoir des collations constantes pendant la journée, si santé soit-elle, de manger comme par exemple 14, 15, 16 heures par jour, ça fait que la flexibilité métabolique est jamais travaillée. Puis notre corps, tout le monde est capable de faire ça, là. Tout le monde est capable de générer son énergie à partir des gras. Sans ça, on serait pas là pour en discuter, là. Un humain, c'est capable de faire ça. C'est juste que nous, vu qu'on a accès à la nourriture tout le temps, ben, on n'a pas nécessairement fait travailler notre corps pour que notre corps soit capable de faire ça. Fait que là, il faut comme le réentraîner à être capable de changer de carburant. Ça vient de mon livre sur la résistance à l'insuline. J'ai pris une photo, j'ai demandé à Lia qu'il me fasse de quoi, là. C'était pas exactement comme ça que je le voulais. Mais en fait, c'est que c'est toute la régulation au niveau de l'équilibre de la flexibilité métabolique, c'est toute une régulation hormonale. Tant que j'ai de l'insuline, je peux pas aller déstocker. J'ai besoin du glucagon, qui est son hormone inverse. Puis eux autres, ils travaillent vraiment en opposé. Fait que quand je mange fréquemment, quand j'ai une alimentation qui est plus riche en glucides, j'ai toute une partie qui est inhibée, donc l'utilisation des graisses, augmentation du stockage, inhibition d'aller chercher le glycogène au niveau du foie. Je vais être plus dans du stockage. Tandis que quand je vais plus soit vers le jeûne, la restriction des glucides, le jeûne, là, ça n'a pas besoin d'être 4 jours de jeûne, là. Juste le fait d'avoir certaines périodes sans manger, ça va faire baisser le taux d'insuline, puis éventuellement, le glucagon va pouvoir participer au bal aussi, parce que généralement, on est trop vers l'insuline, passer vers le glucagon. C'est ça qui va faire que lui, il va pouvoir être actif, puis aller déstocker, puis travailler au niveau de la flexibilité métabolique. La transition, c'est ça qui est le plus difficile. Ce qui m'amène à vous parler un petit peu de la leptine. Quand on est toujours dans l'insuline, puis qu'il n'y a pas de glucagon qui est activé, ben la leptine va être souvent présente, ce qui fait à la longue, le cerveau vient résistant à la leptine. Fait que la leptine, un petit rappel, on avait vu à la deuxième rencontre, c'est l'hormone qui va dire à notre cerveau, ben j'ai assez mangé.
Fait que ça travaille en collaboration avec la glycémie puis l'insuline. Puis éventuellement, quand il y a de la résistance à l'insuline, on peut aussi avoir la résistance à la lectine. Puis ça donne comme résultat que notre corps pense qu'il a toujours faim. Ça aussi, ça va beaucoup jouer sur la relation à l'alimentation parce que les gens qui vont amener beaucoup, beaucoup de contrôle dans leur alimentation euh, vont pas nécessairement être à l'écoute de ces signaux-là. Être à l'écoute des signaux de faim et satiété, c'est quand même très important. Ça peut être aussi si simple que nos parents qui nous obligeaient à finir notre assiette, que nous-mêmes, on s'oblige à finir notre assiette. Ça peut venir jouer ça aussi. Fait que si on n'est pas en train d'être à l'écoute, que le signal dit ben j'ai assez mangé, euh, on va on pourrait développer aussi de la résistance à l'insuline, puis les deux vont renforcer l'autre. Je voulais vous raconter quelque chose pendant qu'il y a du monde qui arrive. Qu'est-ce que je voulais dire aussi avec ça? Puis à force de vouloir mettre du contrôle aussi dans notre alimentation, on peut développer de mauvaises relations à l'alimentation, puis plus savoir si on a faim ou on est tanné, on est content. Là, c'est vraiment la leptine a un rôle à jouer aussi, puis est intimement reliée à l'insuline. Les estrogènes, eux autres, ils ont un rôle à jouer dans la sensibilité à l'insuline. Donc, c'est un peu la poule et l'œuf ici. Quand les estrogènes sont optimales, disons une jeune femme là, de 20 ans, 25 ans, ça, c'est un facteur qui va améliorer la sensibilité à l'insuline. Quand, par contre, ils sont en excès, souvent vers la fin de trentaine, ont plus tendance à tomber en excès, ou quand il y a beaucoup de stress ou XY raison, ben, ça va diminuer la sensibilité à l'insuline. La résistance à l'insuline, elle, peut augmenter la production d'estrogène. Fait que là, on est comme un peu pogné dans ce cycle vicieux-là. Puis, paradoxalement, ben, quand la diminution des estrogènes fait son entrée, genre vers la ménopause, les estrogènes vont descendre naturellement, c'est normal. La sensibilité à l'insuline, elle, diminue. Fait que si déjà on avait commencé à développer un petit peu de résistance à l'insuline, puis là on a une chute d'estrogène, des fois c'est suffisant pour avoir une prise de poids majeure au niveau du ventre, avoir un diagnostic de prédiabète, développer des maladies qui sont associées à la résistance à l'insuline, genre l'hypertension, la maladie du foie gras, etc. Fait en gros, on veut que l'estrogène soit comme optimal, mais l'insuline aussi, puis eux autres, ils vont comme s'aider ou se nuire ensemble. Le foie aussi, il est au cœur de la flexibilité métabolique. Tantôt, je vous disais, quand on stocke, on va stocker du glycogène au niveau du foie. Puis quand on déstocke, ben, il faut que le foie soit capable de faire son travail. C'est comme si on met ça dans un backstore. Puis le backstore, il est dégueulasse, il n'y a pas d'ordre là-dedans, il n'y a personne pour aller chercher le stock après. Ben, c'est comme si le glycogène va mourir là, un peu comme un backstore d'un magasin qui ne serait pas bien entretenu. Ça, le foie, on le voit dans deux rencontres, là, mais je voulais juste que vous sachiez que c'est super important pour la glycémie parce que c'est lui qui va avoir le rôle de stocker, de déstocker, puis de faire toutes les transformations qui ont rapport avec ça. C'est comme une usine vraiment de transformation. Il va transformer, par exemple, l'excès de sucre, même l'excès de protéines peut venir la transformer en gras puis l'acheminer vers les cellules. Quand c'est plus le glucagon qui est en action, si on est en jeûne, il va venir produire du nouveau glucose parce qu'on est capable de faire ça dans notre corps, produire du nouveau glucose, c'est tout le foie qui va gérer ça. Fait que s'il est surchargé par d'autres choses, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de fonctions, la détoxification qui est un rôle important, et s'il est surchargé vraiment par un paquet d'autres affaires, c'est sûr que ça peut nuire cette fonction-là aussi. Ça peut donner une mauvaise flexibilité métabolique, des crashs d'énergie, puis de la difficulté à perdre du poids parce que ça fonctionne pas bien. Charge glycémique. Charge glycémique. Ça vous sait quoi la charge glycémique? Bon, il y a l'index glycémique, puis il y a la charge glycémique. J'ai failli vous faire le parallèle entre les deux, mais le plus important, c'est la charge glycémique, en fait. C'est euh, c'est l'impact réel d'un aliment que l'aliment a sur notre glycémie. Fait que si je vous ai mis une petite information nutritionnelle au niveau un jus de pomme. Fait que qu'est-ce qu'on recherche en général? C'est une montée de la glycémie qui est douce, parce qu'on va avoir une baisse de la glycémie qui est douce, puis l'insuline, le glucagon vont pouvoir faire un petit bal qui est fluide au lieu d'avoir des gros pics puis des gros crashs qui vont nous amener vers une situation d'hypo-hyper.
Fait que ici, je vous ai mis l'exemple du pomme, puis de la jus de pomme, de la pomme puis du jus de pomme qui est très facile à comprendre. Si je mange une pomme, je vais avoir tout ce qui vient avec, les fibres, la pectine, la pleure. Je vais aussi prendre un certain temps pour la manger. Je peux pas manger une pomme aussi vite, en tout cas, une pomme, ça serait surprenant. Je peux pas manger une pomme aussi vite que je suis capable de caler un verre de jus. Pourtant, il va y avoir la même quantité de sucre dedans. La pomme va être beaucoup plus lente au niveau de la montée de la glycémie, même si elle contient autant de sucre que le jus de pomme. Puis le jus de pomme, lui, va donner un pic de glycémie vraiment important. Fait que si ça, c'est le jus de pomme, vous voyez, 110 calories, c'est pas beaucoup. Ça, quand on fait juste regarder les calories puis qu'on se soucie pas du reste, ben, ça veut pas dire grand-chose, en fait. Ici, j'ai 26 grammes de glucides, qui est quand même vraiment gros pour un 110 calories. J'ai, puis j'ai pas de fibres du tout pour venir absorber, tamponner ces glucides-là. J'ai 24 grammes de sucre. Ça veut dire que quand c'est des sucres simples. Vous vous souvenez, à la rencontre sur l'alimentation, on a vu les sucres complexes, les sucres simples. Les sucres simples vont faire monter la glycémie de façon plus importante que les sucres complexes. Fait que qu'est-ce que je voudrais avoir pour baisser ma charge glycémique? C'est ici plus de fibres, des glucides ici qui sont des glucides complexes. Fait que je vais le voir au niveau des sucres que, ben, par exemple, si ça serait un autre aliment, là, que du jus de pomme, j'aurais 26 grammes de glucides, puis par exemple, j'aurais 6 grammes de fibres, puis 10 grammes de sucre. Je serais quand même dans quelque chose qui va faire bouger la glycémie beaucoup moins rapidement que ça. Puis ça, on peut tricker en mêlant des aliments ensemble. Ça, c'est quand même cool, là, tu sais, quand on veut venir stabiliser la glycémie, au lieu de mettre plein d'aliments qu'on aime de côté, on peut venir les mélanger ensemble puis ralentir l'absorption de la glycémie. Fait que c'est comme jouer un peu avec la charge glycémique. Reste que du jus, c'est pas le meilleur aliment. Si vous avez cette habitude-là, commencez à le couper avec de l'eau ou d'en prendre un petit peu moins, puis le mêler avec votre repas, puis éventuellement mettre ça un petit peu de côté, garder pour les occasions spéciales, remplacer par des choses, tu sais, qui n'ont pas autant de montée glycémique. Parce que 26 là, dans un verre de jus, c'est quand même vraiment beaucoup. Puis, tu sais, c'est un jus normal, là. N'importe quel jus va ressembler à ça. Fait qu'en gros, bien, tu sais, ouais, on va aller. Ça ici, je reviendrai après. C'est ChatGPT qui me l'a fait ici, ce tableau-là, avec qu'est-ce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé de comparer certains fruits. Parce que ça, c'est une question qui revient souvent. Quand je veux vraiment stabiliser ma glycémie, est-ce que je dois arrêter de manger des fruits? Est-ce que je dois faire attention à certains fruits? La réponse courte, c'est non, vous ne devriez pas arrêter de manger des fruits. Si on se ramène, le fruit, c'est un aliment non transformé, donc on veut l'inclure dans notre alimentation. Par contre, on peut venir regarder la charge glycémique des fruits. Généralement, c'est pas super élevé. Plus que, là, c'est pas aussi bien représenté là-dessus que j'aurais voulu, mais généralement, les fruits tropicaux, ça, c'est un petit cue des fois qu'on peut se rappeler. Les fruits tropicaux qui viennent pas d'ici ont une charge glycémique plus élevée que les fruits qui viennent d'ici. Fait que genre banane, ananas, mangue, orange, c'est généralement des fruits qui ont un index glycémique, une charge glycémique un peu plus importante que les petits fruits genre fraises, bleuets, cantaloupe aussi, ça pousse ici, melon d'eau, ce genre de fruits-là. C'est un petit peu plus bas comme charge glycémique. Fait que vous voyez ici, mettons, bleuet, on est à 20 grammes de glucides pour une tasse. Une tasse de bleuet, c'est quand même beaucoup, là. C'est facile à manger parce que c'est bon, là, mais c'est rare qu'on va manger une tasse de bleuet complet, là. Quoique. 4 grammes de fibres qui va venir ici ralentir l'absorption, puis c'est ça qui fait que sa charge glycémique est faible à modérée. En tout cas, bref, je voulais vous montrer ça. Puis ça, la charge glycémique, vous pouvez aller sur Internet, taper n'importe quel aliment, charge glycémique de, puis il y a toujours un chiffre qui est associé à cet aliment-là. Fait que si vous dites, ah, ça ajoute-tu beaucoup sur ma glycémie ou pas, mais c'est accessible. Puis quand on parle de quelque chose, là, tu sais, en bas de 10, généralement, c'est une charge glycémique qui est plus faible, puis plus ça monte, plus la charge glycémique, elle va être élevée. Fait que bien choisir ses glucides. En gros, le plus important, c'est de faire attention au sucre caché parce qu'il y en a partout. Fait que bien lire les ingrédients, bien comprendre qu'est-ce qu'il y a dans nos aliments. Puis, quand on veut sucrer notre alimentation nous-mêmes, en faisant, par exemple, un petit dessert maison, tu sais, avec des aliments non transformés, oui, ça fait partie du quotidien, là. On peut utiliser des sucres naturels comme le sirop d'érable, les dattes, la mélasse, le sucre de coco, le miel. Tous ces sucrants-là n'ont pas des charges glycémiques similaires. Si je prends
Par exemple, les dattes, très, très sucrées, mais il y a quand même un petit peu de fibre dans les dattes. C'est sûr que si je mange des dattes de même, ça, j'ai des clients comme tu sais, plus d'origine maghrébine ou arabes, là. Eux autres, là, des fois, les dattes, là, ils me sortent ça, là, qui mangent comme 5 dattes pour déjeuner. C'est ça leur déjeuner, là, avec un thé. Un thé souvent sucré parce que dans leur culture, ils mettent du sucre en plus dans le thé. Je suis comme, aïe, 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 t'imagines le kick de glycémie que ça donne, là? C'est vraiment intense. Mais il y a quand même un petit peu de fibre dans les dattes, mais je vais vouloir quand même le mélanger à d'autres choses. Le sirop d'érable, là, je sais que oui, c'est notre sucre à nous, puis on l'aime beaucoup. Tout le monde est bien attaché à notre sirop d'érable, ça goûte super bon. Il y a des minéraux en plus dedans, ce qui est quand même intéressant, mais la charge glycémique et l'index glycémique du sirop d'érable est vraiment importante. Fait que, tu sais, faut le mélanger encore à d'autres choses, faut l'ajouter à nos recettes, faut faire attention à la quantité qu'on met. Ça revient un peu à ça. Ça, c'est, tu sais, les sucres naturels qu'on peut utiliser, mais ça, la modération est toujours importante aussi là-dedans. Le miel aussi, tu sais, c'est du fructose, fait que c'est pas du glucose, ça va être converti. Fait qu'encore là, tu sais, on veut aller avec des plus petites quantités. J'ai pas écrit, il y a le sucana aussi, c'est comme le sucre entier, c'est l'équivalent du sucre blanc, mais qui a pas été raffiné. Donc, il y a encore les minéraux dedans, il y a encore un petit peu de fibre, pas des tonnes, là. Fait que ça peut être un choix plus intéressant si vous voulez faire un gâteau très classique, puis vous avez pas le goût que ce soit, vous avez pas le goût que ce soit un goût différent. Ça peut être une petite alternative. Puis dans des gâteaux très classiques, hein, on peut facilement retirer la moitié du sucre qu'il y a dans le gâteau, puis il va être sucré pareil, puis il va être bon pareil, là. Dans les édulcorants artificiels, ça peut être tentant d'aller là parce qu'on se fait vendre l'idée que les édulcorants artificiels n'ont pas d'impact sur notre glycémie, surtout quand les gens qui font attention à leur poids peuvent facilement aller vers là parce qu'ils disent, bon, ben, tu sais, ça goûte sucré, mais il n'y a pas de sucre. Il faut faire attention parce que euh, quand on goûte à quelque chose, déjà, le goût prépare la digestion. Ça, on en veut, la digestion prépare la digestion, prépare tout le reste du système. Fait que forcément, quand j'ai quelque chose de sucré dans ma bouche, mon pancréas, il reçoit un signal qu'il y a du sucre qui s'en vient. Fait que je peux me mettre à sécréter de l'insuline, même si j'ai un sucrant qui n'en contient pas. Puis, depuis tantôt, tu sais, je vous parle que c'est pas nécessairement le sucre ou l'édulcorant le problème, mais c'est la montée de l'insuline qui vient avec. Fait que je peux me retrouver un peu dans le même genre de situation. C'est sûr que tout ce qui est édulcorant artificiel, tant qu'à moi, c'est à proscrire, là, parce qu'il y a une réponse qui est beaucoup plus importante, mais faut aussi faire attention aux édulcorants naturels qu'on retrouve beaucoup dans les poudres de protéines, les électrolytes, ce genre de choses-là, même certains aliments, des gâteaux, des desserts, qui ça va être marqué pas de sucre. Le kombucha va être édulcoré, par exemple, avec de l'érythritol, du xylitol, ce genre de maltitol, c'est tous les sucres alcool. Le stevia, c'est une plante. Puis le goût est un petit peu plus marqué au niveau du stevia. Il y a des gens qui aiment vraiment pas ça, il y a des gens qui aiment ça. Puis c'est que ça peut être une alternative intéressante, mais faut valider est-ce que moi, ça me fait des variations importantes dans ma glycémie. Moi, étant très sensible au niveau de la glycémie, si je prends une grande quantité d'édulcorants naturels, là, même genre de l'érythritol ou du stevia, ça va me donner un kick au niveau de la glycémie, mais ça va me faire crasher encore plus vite parce que ça nous amène même pas le sucre qu'il y a avec. Quand je vais manger un dessert, par exemple, un carré aux dattes avec de l'avoine puis des dattes dedans, ben j'ai une entrée de glucides, j'ai une réponse à l'insuline, puis je suis capable de bien le gérer. Ça va bien aller, mais ça peut venir vraiment court-circuiter les messages. Pas pour tout le monde, puis faut observer qu'est-ce que ça nous fait. Puis, en bas, je vous ai mis un petit... moi, je trouve que, tu sais, se libérer du sucre, en général, c'est une bonne idée. Ça reste un défi, des fois, qui va être quotidien. Puis c'est difficile parce que ça vient beaucoup jouer sur notre système de la récompense, tous les neurotransmetteurs, la facilité. Puis, tu sais, dans la boucle de l'habitude, on avait vu que, à la fin, ce qui nous donne de la satisfaction, ce qui est récompensé va être répété. Puis, la bouffe, tout ce qui est aliments sucrés va beaucoup activer cette satisfaction-là au niveau de notre cerveau, puis peut nous repousser à retourner vers le sucre plus simple qui va donner beaucoup de plaisir. Fait que des fois, c'est de le diluer tranquillement, d'aller vers des alternatives un petit peu plus naturelles, de venir mettre des fibres pour absorber tout le côté glycémie, mais certaines personnes aussi, c'est juste de mettre ça de côté, là. Puis de dire, ben, moi, du sucre, j'en mange plus. Je mets ça de côté, je me concentre sur des aliments entiers qui me font plaisir, puis that's it.
dépend des personnalités. Des fois, ça peut être intéressant. Les fibres. Dans le livre de Benjamin Bickman, que j'avais pris le graphique sur l'insuline puis le glucagon, il y a une étude qui démontre que un ajout de 50 grammes de fibres par jour dans une étude là, avec plusieurs centaines de personnes, si je ne me trompe pas, avait eu un impact majeur sur la résistance à l'insuline. Juste ça. C'était vraiment des ajouts en termes d'aliments, par contre. C'était pas des suppléments. Euh, des suppléments sont souvent faits avec la gomme de Guar, qui est intéressant plus au niveau intestinal, mais qui semble pas avoir démontré une efficacité au niveau de la résistance à l'insuline. Mais les fibres, qui sont des glucides qu'on peut soustraire dans nos glucides nets, euh, vont venir à ralentir la montée de la glycémie plutôt que de l'augmenter. En même temps, ils vont nourrir notre microbiote qui va aussi influencer notre glycémie, en ralentissant l'absorption intestinale des glucides, vont stabiliser la glycémie. C'est ça encore là, c'est plus les fibres solubles, ceux qui vont se dissoudre facilement dans l'eau, qui vont comme créer un genre de gel au niveau intestinal, nourrir les bactéries puis ralentir l'absorption. Les fibres insolubles sont un petit peu moins intéressantes encore à ce niveau-là, mais comme je disais, dans la digestion, là, les deux viennent un peu ensemble. Fait que pour pas trop se poser de questions, on met des aliments qui contiennent des fibres. Puis j'ai repris la même image. Ici, tu sais, fruits, légumes, noix, graines, avocats, légumineuses, ça tourne toujours autour de ça. On est vraiment dans le monde végétal quand on veut des fibres. Puis je vous rappelle que la moyenne, c'est à peu près 15 grammes de fibres qui est ingérée par notre population. Puis on voudrait aller là, de 25 à 38 grammes. Puis des études démontrent des choses intéressantes au niveau de 50 grammes par jour. C'est quand même beaucoup de fibres, surtout quand ça vient des aliments, là. C'est comme, faut aimer les grosses salades. Puis ça, parlant des grosses salades, tu sais, j'en mets beaucoup dans mes recettes, puis il y en a d'autres qui s'en viennent aussi. C'est vraiment pour vous outiller avec des salades bonnes, le fun, que vous allez pouvoir comme préparer puis intégrer dans votre quotidien, puis que ça devient pas genre, je suis toujours en train de compter mes fibres, puis est-ce que j'ai ci, est-ce que j'ai ça. Il faut que ça devienne comme un peu des habitudes instantanées. Fait que mon petit schéma que je vous avais parlé, le stress, à lui seul, peut être un dérégulateur de la glycémie important via le cortisol qui va lui venir stimuler la glycémie. Le cortisol, il peut agir, euh, il agit comme un peu avec l'insuline, mais il peut venir aider à remonter la glycémie pour stimuler l'insuline. Puis ça, c'est en plus, si j'ai pas mangé, ça va me donner un crash. Mon cerveau étant très perméable aux variations de la glycémie. Quand on parle de stress, on parle plus de stress psychologique. Hein, qu'est-ce qui me stresse? Ma famille, mes enfants, mon travail, le transport, nanana. Mais que mon cerveau manque de glucose, là, c'est comme le pire stress parce que là, c'est comme s'il y a une partie de moi qui pense que je vais mourir, là. Pas mal plus important que d'aller chercher les enfants à la garderie, là. Fait que ça va créer un stress. Puis des fois, cette boucle-là est suffisante pour créer des déséquilibres de la glycémie. Après ça, une fois qu'on sait que, par exemple, ça vient de ça, d'un problème de glycémie, ça ne veut pas dire que l'alimentation n'est pas importante pour rétablir ça. Au contraire, l'alimentation va venir nous aider à réguler au niveau du stress. Euh, au moins en rééquilibrer au niveau du stress, au niveau du cerveau, puis éventuellement en gérant plus les sources de stress extérieures, ça peut aider aussi. Ça va stimuler ce genre de stress-là aussi, va beaucoup stimuler à manger des aliments sucrés, à avoir des cravings, à pas être capable de résister au sucre parce que notre cerveau il est constamment en manque, puis comme on va être appelé à survivre maintenant, pas à gérer notre flexibilité métabolique. Notre cerveau, il veut que ça se rétablisse tout de suite. La mitochondrie, si je, tu sais, je restais un petit peu dans l'intestin, dans le sang, puis dans le tissu, là. Mais la mitochondrie, ça, je vous rappelle, c'est la petite centrale énergétique dans la cellule. Puis c'est elle, en fait, qui va produire l'énergie. C'est elle qui reçoit le glucose, puis qui le transforme en énergie pour que je puisse bouger, vaquer à mes occupations, juste avoir mon métabolisme basal aussi qui est là. Fait que plus que ma glycémie est stable, moins j'ai de shots puis de choc, ben, plus la cellule, elle aussi, elle va être stable. En gros, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, on va avoir des symptômes, plus symptômes là, d'hypoglycémie qu'on a vu au début, irritabilité, fatigue, qui sont même pas perceptibles au niveau sanguin. Je vais prendre ma glycémie au niveau sanguin, puis elle est belle. Et c'est ma cellule
qui est pas contente avec ce qui est en train de se passer, puis qui envoie des signaux de stress, puis qui me donne ces symptômes-là. Euh, Par rapport à la résistance à l'insuline aussi, il y a des études qui ont été faites par rapport aux gens résistants à l'insuline, puis aux gens qui sont pas résistants à l'insuline, qui ont démontré que le métabolisme de base des personnes qui sont pas résistantes à l'insuline peut être jusqu'à 15 à 20 mais si je me trompe pas, plus élevé. Euh, Fait que le métabolisme de base, c'est vraiment l'énergie que je dépense au repos dans ma cellule, genre quand je dors. euh, Ce métabolisme-là est quand même vraiment important pour beaucoup de choses, là. Entre autres, tu sais, de maintenir un poids qui est stable. Ben, je peux avoir un 15% de plus de métabolisme de base parce que je suis sensible à l'insuline. Versus une personne qui est résistante à l'insuline, ben, quand elle dort, elle dépense moins d'énergie parce que sa cellule, elle a de la misère à bien gérer les échanges avec le glucose. J'ai mis l'exemple de dormir, là, mais même quand on est éveillé, on a notre métabolisme de base, puis notre dépense énergétique, on va ajouter nos activités. Genre, quand je bouge mes bras comme ça, j'ai besoin que ma mitochondrie produise de l'énergie pour que mon muscle soit capable d'avoir de l'énergie. Si j'ai des atteintes à ma mitochondrie, par exemple, on voit ça dans la fibromyalgie, il y a beaucoup d'atteintes au niveau de la mitochondrie. Juste le fait de me lever le bras comme ça, quelqu'un qui a de la fibromyalgie avancée, ça peut être comme un effort qui est démesuré parce que la mitochondrie n'est pas capable de bien produire son énergie. Pas de doute que cette personne-là est fatiguée, mais elle prend du poids facilement parce qu'elle n'utilise pas bien son énergie. OK, good. Fait que là, on est dans le gros juice, le gros concret. Vicky, tu vas être contente. Qu'est-ce qu'on fait pour stabiliser la glycémie? Fait que je vous en ai mis une pour stabiliser la glycémie, une pour travailler la flexibilité métabolique. Étape 1, c'est stabiliser la glycémie. Surtout si vous êtes reconnu dans la madame qui était stressée, là, puis qui avait des cravings, là, ça, c'est vraiment pour venir stabiliser la glycémie. Première étape, on veut un déjeuner qui est riche en fibres, riche en gras et riche en protéines. Fait que complètement à l'opposé que qu'est-ce que culturellement on fait un peu partout dans le monde, hein. C'est pas juste nous autres, là. Ma madame avec ses 6 dates le matin, c'était, c'était pas de chez nous, puis euh, fait qu'un déjeuner qui est riche en fibres, riche en gras, riche en protéines, on essaie d'éviter ou de vraiment minimiser les glucides le matin. Le matin, on est moins sensible à l'insuline parce que le cortisol est plus élevé. Donc, le matin va nous dicter beaucoup pour le reste de la journée. Si je pars ma journée avec beaucoup de glucides, ben, je pars ma journée en pic de glycémie, puis je fais la petite vraie avec la première madame qui était en hypo-hyper toute la journée. Je vais tout le temps insister là-dessus. Puis des recettes de déjeuner, là, vous en avez plein, c'est pas pour le fun, hein. Puis c'est souvent des grosses recettes. Puis on n'est pas habitué de manger autant le matin. Fait que ça peut être aussi de déjeuner un petit peu plus tard. Sauf si vous sentez vraiment qu'il y a beaucoup de cortisol qui est pompé, là, quand vous venez étourdi facilement avec beaucoup de symptômes d'hypoglycémie si vous déjeunez pas rapidement le matin. C'est mieux de venir stabiliser la glycémie avec un déjeuner qui est riche en fibres, riche en gras, riche en protéines. La masse musculaire va aider avec, oui, le métabolisme de base. Ça, c'est sûr, quelqu'un qui a une meilleure masse musculaire va avoir un métabolisme de base plus élevé que quelqu'un qui a une masse musculaire plus basse, mais il va aussi avoir une meilleure perméabilité à l'insuline. Le fait de bouger, en général, par exemple, bouger un petit peu après les repas, ça peut être juste une petite marche. Je pense que ça a été étudié, ça. Une marche de 20 minutes après les repas peut venir stabiliser la résistance à l'insuline parce que elle va faire que en bougeant, mon muscle va travailler au niveau de production d'énergie via la cellule au lieu de venir lutter contre l'insuline qui est trop élevée. Il va juste comme prendre l'insuline, prendre le glucose, puis être content avec ça. Vous allez me dire, ouais, j'ai pas 20 minutes à chaque fois que je mange là, pour aller pour aller marcher. Là. Mais juste retenez que bouger un petit peu après les repas, tu sais, ça peut être se lever, commencer à faire la vaisselle, ce genre de choses-là. Faire quelques squats aussi. Le bas du corps est plein de gros muscles qui sont très perméables à l'insuline. Fait qu'en faisant bouger ces muscles aussi, ça peut être une bonne chose. Éviter les grandes quantités de glucides seuls. Fait que quand tantôt on parlait de la charge glycémique, je vous disais, on peut tricker ça un peu, là. Fait que c'est-à-dire, moi, mon jus de pomme, j'aime ça, boire du jus de pomme de temps en temps. Là, Marie-France, je veux pas comme arrêter ça, je suis pas prête pour ça. OK, c'est bon. Ben, prends-en un petit peu moins, puis prends-les après ton repas. Fait que, tu sais, tu vas venir mettre ça sur un paquet de protéines, un paquet de gras, un paquet de fibres, qui va faire que ben, l'absorption du glucose va moins donner de kick,
Fait que là, l'insuline, elle va monter comme ça, puis elle va redescendre comme ça, au lieu de faire ça, puis donner beaucoup de craving. J'avais une cliente cette semaine qui est très, très occupée, qui a un travail avec du transport aussi, puis trois jeunes enfants. Puis elle me disait, je mange un bol de céréales sur le coin de la table avec mes enfants, puis à 9h30, j'ai faim, là. Eh oui, je le sais. Pas besoin de me le dire, c'est sûr. Fait que là, avec elle, on a travaillé qu'elle va se préparer un déjeuner à l'avance, possiblement le matin aussi. Là, je vais voir comment elle est capable de s'organiser parce qu'elle avait le temps de s'asseoir pour manger son bol de céréales à peu près 5 minutes. Puis là, j'ai dit, on va travailler sur, puis là, j'ai donné quelques suggestions. Puis tu vas l'amener avec toi au travail. Puis son travail était quand même un travail de bureau, ce qui était capable de s'asseoir puis manger en arrivant. Fait qu'on travaille là-dessus. J'ai hâte de voir comment ça va aller parce qu'elle venait, elle avait des variations de la glycémie toute la journée. Puis je me suis dit, tu sais, j'ai dit, ça peut être le plus payant des petites actions que tu peux faire pour retrouver ton énergie et ta stabilité. Puis pas de joke à des déséquilibres hormonaux aussi avec ça parce que ça vient avec. Euh, dans éviter des grandes quantités de glucides seuls aussi, ça peut être de restructurer comment je mange mon assiette. Moi, j'aime bien manger tout mélangé, mais il y a des gens qui mangent, tu sais, leurs patates, mangent leur viande, après ça, ils mangent leurs fèves, puis tout réparti comme ça. Mais ça peut être une bonne chose de manger les légumes en premier, parce que tu mets un fond de fibres au début, puis après ça, les protéines, qu'eux autres, ils ont un léger impact sur l'insuline, les protéines, mais pas de façon démesurée. Puis après ça, tu vas manger les glucides. Fait que tu vas mettre, en mettant les glucides en dernier, fait que mettons, j'ai une assiette très classique, une salade, des patates puis de la viande. Je vais commencer par ma salade, je vais manger ma viande, puis après ça, en mettant les patates à la fin, je vais venir adoucir la montée de la glycémie. Fait que j'ai mangé la même chose, mais la façon dont je l'ai mangé, je suis venue adoucir. Euh, Puis par exemple, tout ce qui est tu sais, gâteau, sucreries, tout ça, ça peut être plus intéressant après un repas qu'avant. Par contre, il y a des gens au niveau de la digestion que ça peut être un peu plus difficile parce qu'au niveau de l'acide gastrique, c'est pas géré de façon exactement pareille. Fait que des fois, quand c'est des sucres simples ou même des fruits en dessert, là, ça peut venir causer de l'inconfort au niveau de l'estomac. Fait que ça, il faut faire attention. Je vous dirais que pour la digestion, pour les fruits, ça serait préférable de les manger comme 30 minutes avant. Mais pour la glycémie, c'est clairement mieux après. Fait qu'il faut voir c'est quoi qui est le plus important pour vous. Tu sais, s'il y a beaucoup d'inconfort, là, du reflux, des affaires de même, allez pas manger les fruits ou du sucre après les repas, là. À la limite, le mettre un petit peu à côté avant. Si on travaille pas trop la glycémie, les fruits, ça serait déjà mieux. Puis j'aime beaucoup dire, tu sais, mettons, toi, t'es fan de chips, là, t'aimes ça manger des chips le soir en écoutant la télé. Puis c'est comme ton moment, c'est assez fréquent, là, ton moment où ce que tu vas manger les chips, ben, c'est sûr que là, tu viens court-circuiter plein d'affaires en mangeant des glucides seul le soir avant de te coucher. Fait que là, tu viens nuire à tes trois piliers digestif, glycémie, foie. Mais là, tu sais, c'est là que tu manges tes chips. Ben, let's go, vas-y, prends-toi une poignée de chips puis mets-les avec ton souper. Il n'y a pas de problème. Les salades avec des chips écrasés dedans, c'est super bon. Fait que, tu sais, tu vas quand même pouvoir continuer à manger cet aliment-là, peut-être en moins grande quantité. Ça pourrait être intéressant aussi, mais tu n'as pas besoin de faire une croix définitive dessus si tu le réorganises. Puis peut-être que ça va être plus facile, justement, de ne pas tomber dans le sac au complet le soir. Fait que ça peut être une façon qui est accessible et simple de venir réorganiser un peu ta journée pour stabiliser ta glycémie, puis manger un peu les mêmes affaires, puis pas nécessairement avoir l'impression de te priver ou de faire croire sur quelque chose. Pas que ce serait pas mauvais d'arrêter de manger des chips, là. C'est pas ça que je veux dire. Mais des fois, il faut être réaliste aussi avec qu'est-ce qu'on est capable de faire puis qu'est-ce qu'on a envie de faire. Attention au stress, fait qu'au stress à l'extérieur, mais aussi le stress de la glycémie, là, ça va ensemble. Éviter les édulcorants artificiels, selon les gens, ça peut venir jouer au niveau de la montée de l'insuline, puis amener encore plus de craving. En gros, quand on essaye de stabiliser la glycémie, mis à part un déjeuner riche en fibres, riche en gras, riche en protéines, si on va aller plus loin, on peut venir compter nos glucides. J'aime pas beaucoup compter, c'est une approche qui est plus nutrition. En nature, on compte un petit peu moins. Mais reste que des fois, ça peut nous donner un ordre de grandeur. J'aime plus compter avec les protéines parce qu'on a besoin de cet ordre de grandeur-là pour voir si c'est suffisant. Fait que d'abord, il faut stabiliser les protéines. C'est le plus important. 1 gramme par kilo de poids par jour, c'est le minimum. Si je veux travailler au niveau de stabiliser
ma glycémie, ça se peut que j'aie besoin d'aller taper dans plus que ça. Peut-être 2 grammes de protéines par kilo de poids, parce que si je viens couper dans les glucides, il va falloir que je vienne stabiliser aussi au niveau de faim, satiété, équilibre de la glycémie. Fait on dit qu'une diète qui est plutôt faible en glucides, c'est moins de 30, de 100 grammes de glucides nets par jour. Vous vous souvenez, tantôt, je vous ai dit, l'Américain moyen mange entre 2 et 300. Fait que c'est 2 à 3 fois plus que quelque chose qui est plus faible en glucides et qui va venir réguler au niveau de l'insuline. Puis vous vous souvenez, tantôt, le verre de jus de pomme, c'était 26 grammes de glucides juste pour un petit verre de jus. Pas un repas complet, là, juste le petit verre de jus, c'était le un quart de qu'est-ce que j'aimerais ça avoir pendant ma journée. Fait que c'est majeur. Manger suffisamment les protéines, j'en ai déjà parlé. Puis j'ai pas mis là-dessus le gras. Je l'ai mis juste dans le déjeuner. Mais forcément, si je viens baisser mes glucides, je vais avoir besoin d'ajouter des gras. Parce que je veux pas aller en hypocalorie. En hypocalorie, ça me met en stress. Puis ça va venir jouer sur ma glycémie de façon négative. Ça va m'amener à avoir des cravings, ça va augmenter ma leptine. Puis éventuellement, ça va faire que je vais craquer puis que je vais dire oh, ça marche pas, oh, j'ai essayé ça. Puis c'est pour ça que les régimes, ça marche pas parce que quand on est en hypocalorie, notre corps est en condition de stress. Fait qu'on peut venir rééquilibrer un peu les macros en baissant les glucides puis en ajoutant des gras, qui est notre deuxième source énergétique. Je vais même commencer tranquillement à travailler ma flexibilité métabolique en faisant ça. Ça va équilibrer beaucoup au niveau de la satiété. L'indice de satiété des gras est très important, beaucoup plus que les glucides. Imaginez, tu sais, je mange un gros paquet de patates, là, je vais avoir bien plus faim rapidement. Quoique les patates, c'est des glucides complexes, fait que l'exemple est peut-être pas bon, mais je vais manger un gâteau qui contient autant de calories que, par exemple, un avocat. Ben, l'avocat va me caler pas mal plus longtemps que le gâteau, là. Parce que j'ai le même nombre de calories, mais mes macros sont divisés différemment. Ça va me caler au niveau estomac, mais aussi bien nourrir mes cellules. Ça me fait penser aussi que je voulais vous parler. Ils ont fait une étude au niveau de les gens qui sont nourris par intraveineux. Parce qu'ils essayaient de comprendre, est-ce que la faim, ça vient juste de l'estomac, ça vient de la cellule, c'est tu sais, comme comment sont régulées les hormones de faim de ghrelin puis leptine. Puis en mettant un soluté à quelqu'un, la faim au niveau de l'estomac diminue. Même si j'ai rien mangé puis que mon estomac est pas alimenté, euh, ça va diminuer les hormones de faim qui est la gréline. Puis, qu'est-ce qui va arrêter la sécrétion de gréline puis arrêter la sensation de faim? C'est quand ils mettent un peu de gras, un peu de lipides dans le soluté, pas juste des glucides. Ça arrête la sensation de faim. C'est un peu la même chose quand on le mange, là. Si ça marche par intraveineuse, c'est sûr que ça marche aussi quand on le mange. Moi, personnellement, c'est une des choses qui a fait que ça m'a aidé le plus, là, à un certain temps, quand j'avais vraiment beaucoup de variations de ma glycémie. Tu sais, j'étais pas endurable. Ça, puis arrêter le café. Je m'en rendais pas compte, là, mais baisser les glucides puis ajouter des gras pour venir avoir une satiété qui a du bon sens, que t'as pas faim une heure après pour comme puis là tu dis ah ben faut que j'arrête de grignoter. Le grignotage il s'arrête tout seul quand tes repas sont complets puis sont stables puis qu'il y a suffisamment de protéines, de fibres, de gras puis que oui un petit peu de glucides parce que des glucides il y en a partout donc tu sais à moins qu'on fasse vraiment une diète cétogène puis qu'on aille juste voir les gras comme il va y avoir des glucides tout le temps, puis c'est correct, c'est souhaitable aussi. Puis ça se peut aussi qu'on ait besoin, là, je reviens un peu à la diète éliminatoire, d'identifier des aliments qui ne nous conviennent pas. Dans la diète éliminatoire, ça se peut qu'en réintégrant des aliments, si jamais tu décides de la faire, là, des aliments qui nous conviennent pas, puis ça va être au niveau de la glycémie. Ça se peut que dans le petit journal qu'on fait où ce qu'on écrit comment qu'on s'est senti, mais certaines personnes, il y a certains aliments que tel aliment, hey, moi ça me fait pas pantoute, ça me donne un kick de glycémie que je suis pas capable de gérer. Bon, c'est identifié, on est capable de comprendre. Ça se peut qu'une autre personne va manger le même aliment puis est capable de bien le gérer, même si les deux ont une certaine résistance à l'insuline, les deux ont des défis au niveau de la glycémie. C'est pas linéaire, c'est pas tout le monde pareil. Puis le café, ça en est un qui a un impact quand même important sur la glycémie. Cela, on peut, tu sais, sans faire une diète éliminatoire, juste dire, ben, quand je bois pas de café, est-ce que j'ai un changement dans ma glycémie? Moi, c'est majeur, là. Je buvais du café à tous les jours depuis vraiment longtemps. Puis à 11 heures, je m'endurais plus, j'étais irritable, j'étais plus capable de me concentrer, j'avais faim, la vie, c'était de la merde. Puis depuis que j'ai arrêté de boire du café, ben,
donc, j'ai pas encore mangé, il est quasiment 1 heure. Souvent, je m'entraîne, oui, je prends un bon déjeuner, peut-être un meilleur déjeuner que je prenais dans ce temps-là, mais quand même, juste le café, ça va être suffisant pour me déréguler ma glycémie. Mais tu sais, maintenant, moi, je prends un déjeuner quand même relativement riche en fibres, riche en gras, riche en protéines. Puis je prends plus ou pas de café. Des fois, je vais prendre un petit peu de décaf, mais c'est pas toujours le matin. Puis souvent, là, j'en mange pas de l'avant-midi. Je vais m'entraîner sur l'heure du midi. Je finis de m'entraîner à 1 heure, puis là, j'ai faim, puis je vais manger, mais j'ai pas de panne. J'ai pas de panne comme j'avais avant. Puis le café a fait une grosse différence aussi, presque autant que la bouffe, là. Fait que là, ça peut être un petit peu paradoxal parce que je vous ai dit, pour stabiliser ta glycémie, tu as besoin de manger. Euh, pour, pour activer la flexibilité métabolique, le fait de ne pas manger, euh, de façon, de faire des jeûnes de façon régulière ou occasionnelle, euh, va aider à travailler la flexibilité métabolique. Fait que ça se peut que pour l'instant, toi, tu es juste là. Tu es juste en stabilité, surtout s'il y a beaucoup de stress, que tu as beaucoup de choses à faire, que tu te sens vraiment comme tout le temps sous pression. Ça se peut que stabiliser la glycémie, c'est déjà bien. Puis si tu vas chercher un 11, 12, 13 heures de jeûne la nuit, moi, je vais être contente avec ça, puis que tu travailles là-dessus. Après ça, si tu veux aller plus loin éventuellement, travailler ta flexibilité métabolique. C'est ça, ça va beaucoup aider la perte de poids, là. C'est quand même quelque chose qui est un souci un peu constant pour les femmes, là, malheureusement. Mais pratiquer le jeûne de façon régulière et ou occasionnelle. Fait que ça peut être aussi dans des périodes plus calmes que tu décides de faire un petit jeûne, puis que tu ne feras pas du jeûne à tous les jours. Là, je vais faire le jeûne à tous les jours, par exemple, le matin. Je vous ai dit, tu sais, le cortisol est plus élevé le matin, la sensibilité à l'insuline est plus difficile le matin à cause du cortisol. Ça se peut que si tu as beaucoup de stress, puis tu es dans des hypos puis des hyperglycémies, de jeûner à chaque matin, c'est pas une bonne idée parce que ça va te mettre encore plus en état de stress puis déstabiliser ta glycémie. Ça se peut que pour toi, ça se passe bien aussi. Il y a certains auteurs qui vont dire justement le fait d'avoir du cortisol le matin fait que tu as une montée de la glycémie qui est naturelle, puis c'est comme si ton corps te sert ton petit déjeuner. Il y a comme les deux versions. Fait que c'est vraiment de l'expérimenter sur toi-même avec les signaux de stress puis comment tu te sens. C'est pas toujours évident. Mais jeûner même de façon occasionnelle, 24 heures de jeûne une fois par mois diminue de la moitié les chances de développer de la résistance à l'insuline. Pas beaucoup une fois par mois, là. Puis 24 heures, ben moi, avant de le faire la première fois, je pensais que je serais jamais capable, là, mais maintenant, j'en fais, là, ça m'a pas tenté dernièrement, comme vraiment pas, fait que je l'ai pas fait. Mais des jeûnes 24 heures, moi, je les fais souvent du dîner au dîner le lendemain. Fait que comme je skip mon souper, puis le lendemain matin, quand je me lève, j'ai quasiment fini. Tu sais, ça va comme au déjeuner. Puis c'est souvent ce bout-là le plus dur, en tout cas pour moi, là. Ben, je suis habituée d'avoir un bon déjeuner nourrissant, puis ça va être là comme je peux me sentir un petit peu plus étourdie, d'avoir des pannes d'énergie. Euh, Puis moi, je suis à mon meilleur quand j'ai mangé. Fait que quand j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'être présente pour mes enfants, j'ai besoin de faire ci, j'ai besoin de faire ça, ben je peux pas me permettre d'être comme ça. Fait que je vais le faire vraiment dans des moments où ce que je sais que je peux ne pas être à mon meilleur. Pour aider avec la flexibilité métabolique, pratiquer des activités physiques d'endurance. Oui, la musculation, ça va être vraiment important pour tout ce qui est métabolisme de base, maintien de la masse musculaire, mais le fait de pratiquer des activités physiques d'endurance. Fait que je parle de la marche, là, des longues marches, de la course à pied, mais de façon plus soutenue, les plus longues distances, le vélo, euh, ce genre d'activité physique-là, là, vous me comprenez, vous n'êtes pas en train de lever des poids 12 répétitions, 1 minute de pause, là, ça, c'est vraiment comme ça qu'on va augmenter la masse musculaire. Fait que des activités physiques d'endurance, c'est une autre façon de travailler la flexibilité métabolique. Parce que quand ton corps il va se mettre à rechercher de l'énergie, il va automatiquement venir libérer le glucose qui est emmagasiné dans tes cellules, puis éventuellement, il va avoir besoin de créer plus d'énergie aussi. Je l'ai essayé ça cette semaine. Je commençais à avoir un peu faim, genre avant le souper. Mon chum s'en va s'entraîner en vélo. Il dit, ah, tu veux venir avec moi? Ouais, ouais, je vais venir. On allait pas longtemps, genre 45 minutes. Fait que j'étais comme, ah, je mangerai pas, je vais être correct. Aïe, aïe, aïe. J'ai eu de la misère à revenir. Tu sais, c'était comme une de mes premières rides de l'été, puis dans les côtes dans le parc. Fait que, hey, j'ai de la misère à revenir, là. Puis là, j'étais comme, ah, j'aurais dû manger avant de partir. Mais en même temps, le fait que, oui, j'étais pas à mon meilleur, c'était pas grave. Ça est venu travailler un petit peu ma flexibilité métabolique d'aller faire ça. Je suis allée comme un peu malmener mon corps
en lui disant, let's go, t'es capable, produis-la ton énergie. C'est pas agréable, mais c'est quand même, je suis pas morte, là. Je suis encore en vie, puis tu sais, c'est pas, fait que, tu sais, des petites affaires comme ça, des fois, ah ben, j'ai travaillé avec la flexibilité métabolique, puis on a tendance, moi, la première, là, quand j'avais des grosses chutes de glycémie, j'avais plus tendance à paniquer, genre, fuck, là, ça va pas bien, là, mon cerveau envoie plein de signaux de stress. Puis là, c'est comme, OK, ben, si je fais juste comme accueillir ça, qu'est-ce qui arrive? Je fais juste respirer là-dedans. Je fais juste dire, OK, je continue à pédaler, mais moins vite. Je vais arriver chez nous, puis je vais manger. Je vais pas mourir, là. Juste de se parler comme ça, là. Déjà, ça peut faire une étape. Éviter les collations entre les repas, ça, c'est quand même une bonne base, là. Je sais qu'on peut, c'est ça. S'il y a la déstabilité, il y a de l'instabilité au niveau de la glycémie, on va être appelé vers les collations. Par contre, si on travaille au niveau de la stabilité de la glycémie, puis on travaille nos repas, on va naturellement avoir moins de misère à prendre des collations. Je sais que la collation, c'est une habitude quand même intéressante, facile à apprendre, c'est une habitude qui amène de la satisfaction. Souvent, les collations vont avoir tendance à être sucrées. En plus d'aliments transformés dans les collations. Fait que moi, je dis, là, éviter les collations, ça serait comme un objectif à atteindre. Ajouter des bons gras à tous les repas. C'est ça, je l'avais mis ici au lieu de mettre là, mais il est bon pour les deux, hein. Ajouter des bons gras à tous les repas. Éviter de manger 3 heures avant le souper. C'est une façon délicate de dire faites un 12 heures de jeûne. Ça, c'est comme une base. Puis ça va aider avec l'intestin, avec la digestion, avec la glycémie. Puis dans le prochain pli qu'on va voir, le foie aussi. Assurer que le foie fonctionne de façon optimale, on en reparle. Puis assurer une bonne fonction intestinale et microbienne optimale. Puis ça, je vous en ai parlé dans l'intestin, là. Toute la glycémie l'équilibre microbien a un impact sur comment on est capable de gérer notre glycémie. Est-ce que j'ai une prédisposition à être résistant à l'insuline? Oui, il y a ma génétique, mais il y a bien plus, pas qu'à moi, là, il y a bien plus d'impact de qu'est-ce qu'il y a dans ton intestin qui va faire que tu as une prédisposition ou pas à la résistance à l'insuline. Pas pire? Fait qu'en gros, c'est bien difficile d'aller équilibrer ces hormones sans stabiliser la glycémie. L'étape 2, ça serait vraiment de venir travailler au niveau de la flexibilité métabolique que je vous encourage à faire. C'est du quotidien dans des petites actions, là. Euh, Fait que faut d'abord s'observer puis trouver nos défis, nos triggers. C'est-tu plus le stress? C'est-tu plus le grignotage? C'est-tu plus ma relation à l'alimentation? C'est-tu certains édulcorants? C'est-tu le café? C'est-tu comme, tu sais, c'est quoi qui est plus important pour moi, qui semble être plus problématique? C'est-tu le fait que je mange tout le temps parce que ça me désennuie? Tu sais, c'est tout ça qui est à regarder, là. On équilibre l'assiette en termes de macros. Fait que ça revient à la moitié d'assiette de légumes, un quart de féculents maximum qui va être privilégié les légumes racines qui ont un index glycémique, une charge glycémique plus bas parce qu'ils contiennent aussi des fibres. Puis les fibres peuvent être prébiotiques en plus si ça a été cuit, refroidi et réchauffé. Ça, je vous en avais déjà parlé. Puis ajouter des tasses de légumes. Ça prend des tasses de légumes. Fait que la moitié de l'assiette de légumes, là, on va se carrer, pas pire. Euh, Puis on continue à explorer des bonnes salades qui nous font plaisir, qui nous amènent la satisfaction, puis qu'on est content avec ce qu'on mange. Bouger, garder une masse musculaire optimale. Tu sais, on va couvrir large quand on va jouer de ces quatre façons-là. Good. Bon, je pense que mon ordre n'était pas pire. Il y avait deux, trois diapos que j'aurais changé, deux, trois affaires que j'aurais changé, mais je suis quand même contente. Questions, commentaires pendant que l'enregistrement? Non. Fait que j'arrête l'enregistrement. Bye. Ah, en passant, les filles, je ne sais pas quand est-ce que vous allez m'écouter, mais la semaine passée, lundi, dans le courriel du lundi, je vous ai envoyé un petit sondage d'appréciation à remplir. Fait que si au moment où vous m'écoutez, vous ne l'avez toujours pas fait, là, il est sûrement encore disponible. Allez le remplir, s'il vous plaît. Ça va m'aider à m'ajuster pour la fin, puis surtout pour les prochaines cohortes, là, s'il est tard quand vous allez le remplir. Merci. Bonne fin de semaine.